Franchement, maman, tu deviens un problème. On ne peut plus te faire confiance pour rien. Tu oublies tout. C'est ce que ma fille Élodie m'a lancé ce matin-là, dans ma propre cuisine, le regard planté dans le mien comme un couteau froid. Je n'oublierai jamais la façon dont elle a serré les lèvres, comme si ma présence même l'exaspérait, comme si j'étais devenue une erreur dont elle voulait se débarrasser. Je tenais encore la petite tasse de porcelaine bleue que je garde depuis plus de 40 ans, un cadeau de ma mère quand elle m'a arraché le sac de course des mains. Tu as encore oublié le beurre et le courrier. Et je t'avais dit de téléphoner à la banque. Tu ne suis plus rien. Il faut qu'on s'organise autrement. On ne peut plus compter sur toi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que la brutalité de ces mots m'avait coupé la voix. C'était comme recevoir une gifle devant une foule silencieuse. Il n'y avait que nous deux, pourtant. Mais j'ai senti la pièce se dédoubler autour de moi. D'un côté, la mère que j'avais été forte, organisée, protectrice, et de l'autre, la femme qu'elle venait d'accuser. Une vieille incapable, un poids, une embarrassante relique. Élodie a continué, implacable. Si tu continues comme ça, tu vas mettre tout le monde en danger. Tu te rends compte, tu pourrais faire n'importe quoi. Oublier de payer une facture, oublier de fermer la porte. Tu dérailles, maman. Il faut que quelqu'un prenne les choses en main. J'ai senti une brûlure dans ma poitrine. Pas celle de la honte, non. C'était autre chose. Un déclic, infime mais net, comme un claquement de serrure. Était-ce vraiment de moi qu'elle parlait? Moi, qui l'avais élevée seule après la mort de son père. Moi, qui avais cumulé 2 emplois pour lui offrir des études dignes de son ambition. Moi, qui n'avais jamais rien oublié, sauf être de penser à moi. Elle m'accusait d'oublier, c'était presque ironique. Car au fond, ce n'était pas moi qui avais oublié quelque chose. C'était elle. Elle avait oublié qui j'étais, ce que j'avais bâti, ce que j'avais protégé, ce que j'étais capable de faire quand on me poussait trop loin. Mais à cet instant, je n'ai rien dit. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre, face à la glycine qui s'enroulait autour de la rambarde du balcon. Le soleil jouait dans ses feuilles comme s'il voulait m'empêcher de sombrer. Je l'ai regardée, cette lumière, pour retenir mes larmes. Élodie, elle, n'a rien vu. Elle a rangé les courses en silence, avec les gestes secs de quelqu'un qui camoufle sa colère sous la maîtrise. Puis elle a attrapé une enveloppe posée sur le buffet, une enveloppe que, selon elle, j'avais oublié d'ouvrir. C'est important, maman. Il faut qu'on te protège de toi-même. On en reparlera ce soir avec François. François, son mari, celui dont les yeux brillaient chaque fois que l'on parlait de ma maison. À ce moment-là, une inquiétude sourde a glissé en moi, une intuition glacée, comme si une main invisible avait entrouvert une porte que je n'avais jamais voulu regarder de trop près. Élodie a refermé la porte derrière elle, me laissant dans un silence épais. Un silence où je pouvais enfin entendre ce que mon cœur murmurait depuis longtemps, mais que je refusais d'écouter. Il se passait quelque chose de grave. Et ce matin-là, dans la lumière douce de ma cuisine, entre le parfum du café et celui de la glycine, j'ai compris que ma fille ne m'avait pas seulement accusée d'oublier. Non, elle m'avait surtout annoncé sans le savoir qu'elle allait tenter de m'effacer. Mais elle ignorait une chose essentielle. On peut accuser une mère de beaucoup de choses. On peut même essayer de la déposséder, de la contrôler, de lui voler ses dernières années, mais il ne faut jamais sous-estimer une femme qui a survécu à tout, ni sa mémoire, ni sa dignité. Et surtout, il ne faut pas oublier que la justice, la vraie, finit toujours par se rappeler de ceux qui ont tenté de l'oublier. Je n'ai rien dit ce matin-là, mais je me suis promis une chose. Je me souviendrai. Et un jour, c'est moi qui rappellerai la justice à ceux qui l'ont piétinée. Je suis restée longtemps assise près de la fenêtre après son départ. La glycine tremblait sous une bourrasque légère, et j'ai pensé, sans savoir pourquoi, à mes 20 ans. À cette jeune fille que j'avais été, vive et pleine d'élan, persuadée que la vie, même rude, finirait toujours par récompenser celle qui aimait sans compter. Était-ce une façon de me rappeler que j'avais existé autrement que dans les yeux d'Élodie, autrement que dans le jugement de ceux qui ne voyaient plus en moi qu'un obstacle, une faiblesse, une gêne. C'est dans cette cuisine que tout avait commencé, autrefois. Dans cette même pièce où elle venait de m'humilier, j'avais appris à cuisiner les plats que son père adorait, j'avais bercé ma fille malade,
j'avais corrigé des devoirs, j'avais organisé des anniversaires, des années de douceur usée, de gestes 1000 fois répétés, des années dont personne ne semblait se souvenir. Je me suis levée pour attraper une vieille photographie aimantée sur le frigo. Nous y étions tous les trois. Gérard, mon mari, le sourire large et les mains encore pleines de peinture, il venait de restaurer la terrasse. Et Élodie, 6 ans, les joues rondes, le visage éclairé par une fierté d'enfant, assise sur ses épaules. Je me tenais près d'eux, un torchon sur l'épaule, un air fatigué mais heureux. Je me suis surprise à passer le doigt sur le visage de mon mari. Gérard. Sa mort avait fissuré ma vie d'un seul coup, comme si la maison entière avait perdu son pilier sans préavis. Il m'avait quitté un matin de septembre, dans un souffle, en murmurant mon prénom. Je m'étais retrouvée seule, terriblement seule, mais avec une certitude. Je devais tenir bon pour Élodie. Pour elle, j'avais refusé de vendre la maison, même quand les finances devenaient difficiles. Pour elle, j'avais accepté des heures supplémentaires au cabinet médical où je travaillais. Pour elle, j'avais mis mes rêves de côté, convaincue que la réussite de mon enfant serait ma récompense. Je ne savais pas encore que certaines réussites coûtent parfois un cœur de mère. Élodie avait grandi vite, trop vite peut être. Elle avait demandé son premier téléphone, puis son premier scooter, puis une année d'études à Lille. Chaque fois, je disais oui, même si cela voulait dire me priver de tout le reste. Je lui envoyais de l'argent sans qu'elle le demande, elle attendait que cela vienne, naturellement, comme un dû. Et moi, je donnais. Toujours. Quand elle est revenue s'installer à Paris, fraîchement diplômée, elle semblait m'aimer avec ce mélange étrange de tendresse distraite et d'impatience chronique. Je ne lui en voulais pas. Je me disais qu'elle était jeune, qu'elle avait sa vie, ses ambitions. Je me disais qu'un jour elle reviendrait vers moi comme la petite fille qu'elle avait été. Mais ce jour n'est jamais revenu. Être que tout avait commencé le soir où elle m'avait annoncé qu'elle épousait François. Je me souviens encore de ma joie quand elle me l'avait présenté, un homme poli, trop poli, le genre de politesse qui sonne comme un discours appris, un sourire fin, contrôlé, des yeux qui détaillent tout, comme s'il cataloguait les faiblesses des gens. Je m'étais trompée dès le début, mais les mères se trompent parfois, surtout quand elles veulent croire que leur enfant a trouvé le bonheur. Le mariage avait été élégant, presque trop. Je revois encore la façon dont François m'avait salué ce jour-là, comme si j'étais une vieille connaissance dont il ne savait plus très bien le nom. Madame, juste ça, pas belle maman, pas Marguerite, comme mon mari m'appelait avec douceur. Quand ils ont emménagé à 30 minutes de chez moi, j'ai pensé que nous nous verrions davantage. Mais très vite, les visites se sont espacées. Ensuite, Élodie est venue seule, puis de moins en moins, il y avait eu ce premier signe, anodin, mais piquant. Maman, tu devrais éviter de mettre trop de parfum quand tu viens chez nous. Ça reste sur le canapé. J'avais souri. Je m'étais excusée. Je n'avais rien dit. Puis un autre. Tu sais, François, pense que tu devrais faire un effort pour te moderniser. Tu sais, les gens âgés qui s'accrochent à leur vieillerie, ça fait triste. Je ne m'étais pas reconnue dans cette phrase. Les gens âgés. Elle m'avait mise dans cette catégorie sans hésiter, comme si j'étais déjà passée de l'autre côté de la frontière, celle où l'on cesse d'être une personne pour devenir un problème. Mais le pire avait été un soir de Noël. Je me souviens de la lumière dorée du sapin chez eux, du bruit des couverts, de l'odeur de cannelle. Élodie avait reçu un foulard de luxe de la part de son mari, un foulard que j'aurais aimé lui offrir moi-même un jour, mais qui coûtait plus qu'un mois de ma pension. Elle avait sauté dans ses bras, ri avec cette joie claire que je ne lui voyais plus depuis longtemps. Et moi, avec mon petit paquet contenant un pendentif discret, j'étais restée là, les mains sur les genoux. Quand elle l'avait ouvert, elle avait eu ce sourire poli, celui qu'on offre à quelqu'un qui n'a pas compris les codes. « Oh, merci maman. C'est mignon, mignon. » Le mot avait glissé sur la nappe comme une goutte d'eau froide. Je m'étais dit, cette nuit-là, que quelque chose se fissurait en elle ou peut être en moi. Mais j'avais continué d'aimer, de donner, de croire. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, elle utiliserait ce passé, mes faiblesses, mes oublis minuscules, contre moi. Jamais je n'aurais pensé que ma propre fille, mon unique, tenterait de me faire passer pour une incapable. Pour une femme qui perd la tête, pour une mère qu'on peut mettre de côté, gérer, surveiller,
déplacée comme un meuble trop vieux. Pourtant, ce matin-là, elle m'avait regardé comme on regarde quelqu'un dont on a décidé qu'il n'avait plus de valeur. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que ma mémoire n'était pas morte. Elle était seulement blessée. Et parfois, une mémoire blessée devient une arme redoutable. Je reposai doucement la photo sur le frigo, puis je murmurai pour moi-même. J'ai oublié le beurre, mais je n'ai jamais oublié qui je suis. Et c'est en disant ces mots que j'ai su que la suite serait différente. Que le passé reviendrait non pas comme un poids, mais comme une clé. La clé de ma propre justice. Les semaines qui suivirent furent étranges, comme si une brume s'était installée entre ma fille et moi. Rien de brutal, rien de suffisamment violent pour être nommé. Juste des ombres, des nuances, des petites humiliations déguisées en conseils ou en attention. Je les laissais passer, une à une, parce qu'on ne veut jamais croire que son propre enfant peut être cruel sans le savoir, ou pire avec la pleine conscience du geste. La première humiliation claire eut lieu un après-midi, où j'étais passé leur rendre visite, un bouquet de tulipes à la main. Je me souviens encore de la porte qui tarda à s'ouvrir, puis de l'expression contrariée de François lorsque je me suis présenté sur le palier. « Ah! Vous êtes venu sans prévenir ?» Ce vous poli, sec, distant me glaça. Il me vouvoyait depuis le mariage, mais ce jour-là, il ajouta quelque chose de plus, une pointe d'agacement, comme si ma présence dérangeait l'ordre de sa maison. Élodie arriva quelques secondes plus tard, déjà excédée. « Maman, tu aurais pu nous envoyer un message, quand même. On n'est pas toujours disponible. » Je restais hébétée. Je n'étais pas venue pour dîner, ni même pour rester. Je voulais juste déposer ce bouquet que j'avais acheté ce matin-là en pensant à elle, à ses goûts d'enfant, au violet qu'elle aimait tant. Mais le bouquet resta suspendu entre mes doigts, étrangement lourd. « Je ne voulais pas vous déranger, » avais-je murmuré. « Ce n'est pas grave, » répondit-elle, d'un ton qui disait exactement l'inverse. « Mais la prochaine fois, envoie un petit message, d'accord ?» Je m'étais excusée. Encore. Par habitude. Par réflexe. Par peur aussi, oui. Peur de créer un conflit qui me priverait du peu de présence qu'il me restait. Puis il y eut cet épisode du cabinet médical, quelques semaines plus tard. J'avais rendez-vous pour un simple contrôle, et Élodie avait insisté pour m'accompagner. À la sortie, alors que le médecin me saluait avec bienveillance, elle se tourna vers lui, un sourire crispé sur les lèvres. Vous savez, elle commence à oublier des petites choses. On surveille ça, hein, maman? Je n'ai jamais oublié le regard du médecin, de la compassion. Et derrière, ce soupçon inquiétant, la possibilité d'un doute, il m'a demandé si je me sentais parfois désorientée. J'ai dit non fermement. Mais cette simple question, plantée comme une épine, a continué de me brûler longtemps après notre départ. Dans la voiture, Élodie m'avait dit « Tu devrais être contente, maman. Je fais ça pour toi. Je prends soin de toi. Tu ne te rends plus compte. » Elle avait dit cela d'une voix douce, presque tendre. Ce ton qui vous fait croire que l'on vous protège alors qu'on vous enferme. Ce ton qui berce les enfants et infantilise les vieux. Un jour, elle s'est mise à ranger mes affaires sans me prévenir, à déplacer mes papiers, à organiser mes tiroirs. Pour t'aider, maman. Mais elle ne m'aidait pas. Elle prenait le contrôle, doucement, méthodiquement, comme on apprivoise un animal qu'on veut garder sous surveillance. Je me suis rendu compte que certains de mes documents, mes relevés de banque, mes polices d'assurance, mes quittances, ne se trouvaient plus là où je les avais laissés. Je t'ai fait un classeur, maman. Là, tu ne peux plus perdre. Elle disait perdre, alors que jamais de ma vie je n'avais perdu un seul papier important. C'était elle qui les avait déplacés, et moi qui devais subir le reproche, mais la scène qui m'a le plus marquée eut lieu un dimanche pluvieux. Nous étions assises dans son salon, et elle préparait un thé, tandis que François ajoutait des bûches dans la cheminée. J'avais apporté un vieux cahier de recettes appartenant à ma mère. Je voulais le transmettre à Élodie, comme un geste simple, une passation douce. Quand je le lui ai tendu, elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. « Oh, maman, je n'ai pas le temps pour ça. On trouve tout sur Internet maintenant. » J'ai senti quelque chose se briser doucement en moi. Pas une fissure brutale, non. Une cassure lente, presque imperceptible, comme une porcelaine qu'on pose trop vite sur une étagère froide. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle ne voulait plus rien de moi.
ni mes objets, ni mes souvenirs, ni mon histoire. Elle voulait seulement mon silence, mon retrait, ma disparition douce, discrète, commode. À d'autres moments, c'étaient des remarques plus acérées, lancées comme des fléchettes. Tu parles trop fort. Tu n'entends pas bien, on dirait. Tu t'habilles vieux jeu, maman. Tu devrais faire un effort. Je devenais progressivement une caricature de vieille qu'elle redessinait à sa convenance. Et moi, par amour, par naïveté être, je courbais l'échine, comme si un simple ajustement de ma part pouvait sauver quelque chose de ce lien fragile. Mais chaque fois que je reculais, elle avançait. Chaque fois que je me taisais, elle gagnait un peu plus de terrain. Chaque fois que je m'excusais, elle prenait une parcelle de pouvoir. Je ne savais pas encore à ce moment-là qu'elle préparait quelque chose avec François. Je ne savais pas qu'ils avaient commencé à discuter de ma maison, comme si elle leur appartenait déjà. Je ne savais pas non plus qu'ils avaient rendez-vous avec un notaire sans me le dire. Je ne savais rien encore. Je sentais seulement que je m'effaçais, lentement, que mon existence se rétrécissait, comme un tissu trop souvent lavé, et que, pour la première fois de ma vie, je commençais à douter de ma valeur. Un soir, seul dans mon lit, j'ai murmuré « Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je deviens un fardeau. » Et c'est cette pensée infime, brutale, qui m'a fait le plus mal. Parce qu'elle ne venait pas d'eux, elle venait de moi. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je me sentirais étrangère dans ma propre vie. Mais j'étais loin d'avoir tout vu. Car la goutte d'eau, la vraie, celle qui allait tout faire basculer, était encore à venir. Et quand elle est arrivée, elle n'a pas seulement brisé le vase. Elle a révélé tout ce que ma fille avait soigneusement caché. La goutte d'eau arriva un jeudi matin, un matin banal, un de ceux où la lumière semble polie par la brume et où l'on croit encore que la vie peut suivre son cours sans heurts. J'étais en train de plier mon linge dans la chambre lorsque la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, mais je suis descendue tout de même, essuyant mes mains sur mon tablier. Devant la porte se tenait un jeune coursier, une enveloppe Kraft dans la main, un sourire distrait collé au visage. Pour Madame Marguerite Delaunay. J'ai signé par réflexe, sans réfléchir. L'enveloppe était épaisse, lourde, presque solennelle. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, pensant qu'il s'agissait être d'un document administratif quelconque. Mais quelque chose, dans la manière dont elle pesait sous mes doigts, m'a retenue. Une intuition fine, sourde, presque douloureuse. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai lu la première ligne, et ma respiration s'est arrêtée. Demande d'évaluation de capacité et mise en place d'une mesure de protection juridique. Mon nom apparaissait en lettres noires, mon adresse, ma date de naissance, et, juste en dessous, en petits caractères froids, presque dédaigneux, demande déposée par Madame Élodie Serra, fille de l'intéressé. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que cela signifiait vraiment. Ma fille, mon enfant, ma chair, ma vie entière venait de déclarer, officiellement, que j'étais incapable de gérer mes affaires, que j'oubliais, que je perdais la tête, que j'avais besoin d'être protégée, d'elle, de son mari, d'un tuteur qui prendrait toutes les décisions à ma place. Une chaleur glacée a envahi ma poitrine. Ce n'était pas moi qui oubliais, c'était elle qui voulait que j'oublie que cette maison m'appartenait, que j'oublie que j'étais encore lucide, que j'oublie que je n'avais jamais cessé d'être responsable, ordonnée, solide. Je me suis assise. L'enveloppe tremblait entre mes mains, comme si elle respirait encore de la violence qu'elle contenait. J'ai relu chaque ligne, chaque mot. Les phrases écrites par Élodie m'ont transpercée. Ma mère présente des troubles de la mémoire, des oublis fréquents qui mettent sa sécurité en danger. Elle ne gère plus correctement ses finances. Elle s'égare dans des conversations incohérentes. Jamais de ma vie je n'avais prononcé une phrase incohérente. Jamais je ne m'étais égarée dans mon quartier. Jamais je n'avais oublié de fermer une porte ou de payer une facture. Chaque mot était une trahison. Chaque phrase, un coup de poignard lent, précis, presque chirurgical. Mais le pire n'était pas là. Le pire était dans l'annexe jointe. Une recommandation, une évaluation préalable, signée par François. Nous pensons qu'une curatelle serait adaptée pour la protéger. Je n'arrivais pas à y croire. Il voulait me placer sous curatelle, me retirer le droit de gérer mes comptes, mes biens, mes décisions. Il voulait s'installer dans ma vie comme des gardiens.
ou plutôt comme des repreneurs, car au fond, ce qu'ils visaient, ce n'était pas moi. C'était la maison. Cette maison où j'avais vécu avec Gérard, où j'avais élevé Élodie, où j'avais pleuré, ri, travaillé, aimé. Ma maison, le fruit de toute une vie. Et soudain, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas voulu voir jusque-là. Leurs visites, leurs remarques, les déplacements de documents, les petites phrases sur ma mémoire, ce n'était pas du hasard, ce n'était pas de l'inquiétude, c'était une construction, patiente, méthodique, calculée. J'étais tombée dans un piège tendu depuis des mois. Ce matin-là, j'ai senti une vague de chaleur monter du fond de mon être. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du chagrin, c'était une clarité, un calme tranchant, glacial, presque lumineux. J'ai pris mon vieux carnet beige, celui où je notais tout. Je l'ai ouvert. Je me suis mise à écrire la date, l'heure, les phrases exactes de l'enveloppe. Puis j'ai noté, commencé à rassembler les preuves. Une phrase simple, mais c'était le début de ma renaissance. Le premier pas vers la justice. Ma justice. Quelques heures plus tard, Élodie a débarqué à la maison, essoufflée, faussement paniquée. « Maman, tu as reçu l'enveloppe? Je voulais t'en parler. C'est pour ton bien. Tu ne te rends pas compte? Tu as oublié tellement de choses ces derniers temps. On doit te protéger. » Ses yeux cherchaient la mienne, mais je suis restée immobile, assise, droite, comme une pierre. J'avais envie de lui hurler qu'elle mentait, qu'elle me poignardait, qu'elle me volait la vie. Mais je suis restée silencieuse, parce que le silence est parfois un scalpel. Il découpe, il révèle, il prépare le terrain. Elle interpréta mon silence comme une faiblesse. Je vis son regard se durcir. Un sourire presque rassuré se dessiner sur sa bouche. « Ne t'inquiète pas, on va gérer tout ça pour toi. » Elle croyait avoir gagné. Elle croyait avoir déjà pris ma place, mes décisions, mon avenir. Elle croyait que j'étais déjà une vieille femme sans défense. Elle ne savait pas qu'en cet instant précis, j'étais en train de me réveiller. Quand elle partit, je pris l'enveloppe, la rangeai dans mon tiroir, puis je frappai 3 mots dans mon carnet. Trouver un notaire. Ce fut la première pierre de ma revanche silencieuse. Et je me souviens d'avoir murmuré, en refermant le carnet. « Tu crois que j'oublie, Élodie, mais c'est toi qui as oublié qui je suis. » Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. La maison entière semblait retenir son souffle, comme si ces murs, témoins de toute ma vie, savaient qu'un tremblement venait de commencer. Je me suis allongée sur mon lit, mais le sommeil restait loin de moi, accroché aux ombres du plafond. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais l'enveloppe Kraft, les phrases froides, la signature de ma propre fille. Trouble de la mémoire, danger, curatelle. Ces mots tournaient dans ma tête comme des pierres qu'on me lançait. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Ils ont cessé de me heurter. Ils se sont mis à s'organiser, à s'assembler, à former une logique implacable. Ils n'étaient plus des accusations, ils étaient des indices. Je me suis réveillée, ou plutôt je me suis levée avant l'aube. La maison était encore plongée dans le noir. Je n'ai allumé qu'une petite lampe, celle qui diffusait une lumière chaude, suffisamment douce pour ne pas troubler le voisinage, suffisamment vive pour éclairer mes pensées. J'ai posé mon carnet sur la table de la cuisine. Le froid du carrelage remontait dans mes pieds, mais je ne bougeais pas. J'écrivais. J'ai commencé par une longue liste de tous les moments, toutes les phrases, toutes les situations où Élodie avait semé les graines de son mensonge. Rangement forcé des papiers. Discrédit devant le médecin. Objet déplacé puis reproche d'oubli. Remarques répétées sur ma mémoire. Classeur pour t'aider. Visite inattendue pour vérifier. Première remarque sur la sécurité de la maison. En écrivant, je me suis rendu compte que tout cela formait une trame, un dessin, un filet se resserrant autour de moi. Rien n'était arrivé par hasard. Il y avait une stratégie. Et désormais, il y aurait une contre-stratégie. À 5 heures du matin, j'ai ouvert le tiroir où je rangeais mes dossiers depuis des années. Quittances, contrats, police d'assurance, documents notariés. Je les ai étalés devant moi, comme un puzzle de toute ma vie. Et j'ai commencé à noter les pièces manquantes. Il n'y en avait pas beaucoup, mais certaines absences étaient flagrantes. Une quittance de chauffage, une copie de mon contrat d'assurance habitation, une ancienne attestation de propriété, des pièces que j'aurais pu considérer comme égarées si je croyais à l'histoire qu'elle tentait de me vendre. Je n'y croyais plus. J'ai repris mon carnet et j'ai écrit
Il faudra des preuves, des dates, des témoins, une trace de tout. Commencez par consulter un professionnel discret. Discret était essentiel. Je savais que si Élodie découvrait mes intentions, elle accélérerait son propre plan. Elle irait encore plus loin. Être même tenterait-elle d'agir avant que je puisse me défendre. J'avais besoin de quelqu'un qui écouterait sans juger, quelqu'un qui n'appartenait pas au monde de ma fille. Un professionnel indépendant. J'ai pensé à Maître Perrin d'abord, le notaire qui s'occupait du quartier depuis toujours. Mais je savais qu'Élodie connaissait son nom. Il lui suffirait d'un coup de fil pour obtenir des informations, même insignifiantes. Non, il me fallait quelqu'un que personne ne connaîtrait. Je me suis assise et j'ai réfléchi à tous les noms que j'avais croisés ces dernières années. Je notais, je barrais, j'hésitais, puis un éclair, une mémoire ancienne mais précise. Une femme, croisée au marché, qui parlait d'un notaire jeune, sérieux, une perle rare, disait-elle, installée depuis peu dans une rue discrète du centre-ville. Je me suis mise à sourire. Ma mémoire, soi-disant défaillante, venait de me sauver. Dans mon carnet, j'ai écrit « Maître Lenoir, rue de la Source ». Le lendemain, au lever du jour, je me suis habillée soigneusement, une robe simple, mais nette, une écharpe claire. J'ai pris mon sac, mon carnet, et je suis sortie sans prévenir personne. L'air du matin avait cette odeur de pierre humide et de feuilles. J'ai marché lentement, mais d'un pas sûr. Je n'étais plus une vieille femme fragilisée par les accusations de sa fille. J'étais une femme qui préparait sa revanche. Quand je suis entrée dans le cabinet de Maître Lenoir, j'ai été accueillie par une secrétaire jeune, chaleureuse. Elle m'a demandé mon nom, puis m'a fait patienter dans un salon aux murs pâles et à la lumière douce. Assise au bord du fauteuil, j'ai regardé autour de moi. Tous les détails de cette pièce semblaient vouloir rassurer. Les piles de dossiers soigneusement alignées, la bibliothèque rangée par couleur, les plantes vertes bien entretenues. Quelques minutes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années est apparu. Yeux clairs, mains calmes, voix posée. « Madame Delaney, entrez, je vous en prie. » Je me suis assise face à lui, et pour la première fois depuis des semaines être des années, je me suis sentie en sécurité. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte, a parcouru les lignes, puis a levé les yeux vers moi. « Vous êtes surprise? Choquée ?» J'ai secoué la tête. « Non. Je suis blessée. Mais je ne suis plus surprise. » Il a attendu. Je crois qu'il voulait que je parle avec mes mots. Alors j'ai parlé. Je lui ai dit tout. Les petites humiliations, les remarques sur ma mémoire, les papiers déplacés, les manipulations subtiles, les mensonges, la stratégie. Il n'a pas pris de notes tout de suite. Il m'a écouté, vraiment écouté. Puis il a soufflé. « Madame, ce que vous décrivez n'a rien à voir avec la protection. C'est une tentative de prise de contrôle. Et vous avez raison. La curatelle donnerait à votre fille un pouvoir direct sur vos biens. Sur votre maison surtout. » J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai hoché la tête. Je veux me protéger, mais légalement, sans bruit. Je veux agir, mais sans guerre ouverte. Il a souri. Alors vous êtes venu au bon endroit. Il m'a expliqué que je pouvais anticiper, que je pouvais restructurer mes comptes, mettre certains biens hors de portée, établir un testament nouveau, placer mes économies ailleurs, préparer une défense solide, et surtout, créer une trace écrite de chaque manipulation. Lorsque je suis sortie de chez lui, le soleil était complètement levé. Je me sentais plus droite, plus haute, comme si un poids ancien venait de glisser de mes épaules. J'ai serré mon carnet contre moi. Il n'était plus seulement un cahier de notes. C'était devenu mon arme, ma preuve, ma mémoire, ma justice. Et en marchant vers la maison, j'ai pensé, ils veulent me déclarer incapable? Alors je vais leur montrer ce que signifie vraiment la lucidité. Les jours qui suivirent prirent une teinte nouvelle. Rien n'avait changé autour de moi. La maison gardait son odeur de cire et de vieux bois. La glycine continuait de grimper sur la rambarde. Les volets grincèrent comme toujours. Mais moi, j'avais changé. Une lucidité calme s'était installée en moi, comme si l'enveloppe Kraft avait réveillé une femme que j'avais trop longtemps laissée dormir. Je me levais tôt, je prenais mon petit déjeuner en silence, et puis je travaillais. Oui, travaillais. Je préparais ma revanche. Pas une vengeance de colère,
ni de cris, ni d'affrontements. Non, une vengeance silencieuse, ordonnée, légale, impeccable. La première étape fut de reprendre le contrôle de mes finances. Sous les conseils de Maître Lenoir, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une agence discrète, située dans un quartier que ma fille ne fréquentait jamais. La conseillère m'a accueilli avec respect, sans me parler comme à une enfant, ni comme à une vieille femme perdue. Elle a ouvert le dossier, demandé mes pièces, expliqué chaque étape avec douceur. Quand elle m'a demandé si je souhaitais recevoir mes relevés par courrier ou en main propre, j'ai répondu « En main propre, s'il vous plaît. Je passerai chaque mois. » Elle a souri, approuvant sans poser de questions inutiles. Ensuite, j'ai transféré progressivement mes économies. Pas tout d'un coup, cela éveillerait les soupçons d'Élodie si elle venait fouiller, comme elle le faisait déjà parfois, mais par petites sommes régulières, justifiées par des achats courants ou des frais imaginaires. Personne ne voyait rien. Personne ne doutait de rien. J'apprenais à disparaître de ma propre vie financière, à devenir invisible là où il voulait me surveiller. Puis je me suis attaquée aux biens matériels, mon assurance habitation, que ma fille disait « Trop compliqué pour toi, maman », je l'ai transférée à une autre compagnie. Une agence indépendante où l'on m'a traitée comme une cliente responsable. Je n'ai rien dit à Élodie. Pas un mot. J'ai aussi rassemblé mes documents les plus importants dans une pochette grise, la même que j'utilisais autrefois pour les papiers de Gérard. Je l'ai glissée dans un tiroir secret de l'ancienne commode, celle que mon mari avait restaurée pour notre 10e anniversaire de mariage. Le tiroir était invisible si on ne connaissait pas la petite pression à exercer sous la planche. Élodie n'en avait jamais eu la clé, jamais eu la curiosité. À l'intérieur, j'ai déposé mon acte de propriété, mes relevés bancaires, le projet de testament préparé par Maître Lenoir, une copie du courrier de demande de curatelle, les notes de mon carnet, les dates, les preuves. Chaque élément prenait place comme un fil dans une toile que je tissais avec patience. J'ai aussi commencé à faire ce que le notaire appelait la trace inverse. Là où Élodie accumulait des accusations orales, je constituais des preuves écrites. Là où elle exagérait mes oublis, je prenais des photos datées, je gardais les tickets de caisse, j'inscrivais chaque dépense, chaque sortie, chaque visite. Si un jour elle affirmait que j'avais oublié de fermer la porte, j'avais la date et l'heure de mon passage à la boulangerie. Si elle disait que je m'égarais, j'avais les captures de mes paiements réguliers, ordonnés, cohérents, et surtout, chaque fois qu'elle me disait quelque chose de blessant, je le notais, mot pour mot, avec le contexte, le jour, la situation. Mon carnet devint un livre de vérité. Pendant ce temps, Élodie continuait à jouer son rôle. Parfois gentille, parfois inquiète, parfois autoritaire, toujours calculatrice. Elle venait vérifier ma maison. Elle déplaçait des objets en croyant que je ne remarquerais rien. Elle déposait des post-it sur mon frigo. N'oublie pas ta prise de sang, pense à payer l'électricité, ne cuisine pas seule le soir. Des phrases douces, mais terribles, parce qu'elle construisait une image de moi que je ne reconnaissais pas. Une femme fragile, désorientée, à protéger. Un soir, elle m'a même dit « Tu sais, maman, nous parlions avec François, et la maison est vraiment grande pour toi toute seule. Peut-être qu'un appartement serait plus adapté, plus sûr. » Je me souviens avoir senti une vague de chaleur me monter dans le cœur. Pas la colère, pas encore, plutôt un sentiment de lucidité aiguë. Elle pensait déjà à la vente, elle pensait déjà au gain, elle pensait déjà à la prochaine étape de leur plan. Alors je me suis tue. Et, dans mon carnet, le soir même j'ai écrit « Attention, accélération de leur stratégie. Ne rien montrer, ne rien dire, continuer. » La confiance qu'ils avaient dans ma prétendue faiblesse était devenue ma meilleure arme. Quelques jours plus tard, je suis retournée voir Maître Lenoir. Il avait déjà préparé plusieurs documents. Un testament clair, imparable, où Élodie n'apparaissait pas comme légataire principal. Il avait aussi ajusté le régime de propriété, de sorte que certaines parts de la maison soient juridiquement protégées en cas de tentative de curatelle ou de manipulation. Vous savez, m'a-t-il dit, en ajustant ses lunettes, votre fille ne pourra jamais prendre ce qui est solidement posé sur des actes. Les gens peuvent mentir, insister, manipuler, mais pas modifier ce qui est notarié et enregistré. Vous êtes en avance sur elle.
Elle ne s'en doute même pas. J'ai senti un soulagement profond, mais aussi une détermination nouvelle. Je savais que le moment où le piège se refermerait approchait, lentement mais sûrement. Et je savais aussi que, lorsque ce moment viendrait, je devrais être prête, entièrement prête, sans faille. J'ai donc consacré les semaines suivantes à la préparation minutieuse. J'ai mis la maison en ordre, comme si je m'apprêtais à partir. J'ai trié mes affaires. J'ai sauvegardé mes photos, mes documents, mes souvenirs. J'ai cousu mes billets importants dans la doublure de mon manteau. J'ai acheté un petit téléphone simple, à carte prépayée, que je gardais caché. J'ai fermé mon compte principal. J'ai laissé, dans celui où Élodie fouillait, juste ce qu'il fallait pour donner l'illusion du train-train habituel. Et plus je préparais ma retraite silencieuse, plus une pensée grandissait en moi. Ils croient que je perds la mémoire, mais ils ne comprennent pas que je n'oublierai rien, ni leurs gestes, ni leurs mots, ni leur avidité. Quand tout fut prêt, quand chaque pièce du puzzle fut à sa place, une paix étrange s'est installée en moi. La paix de quelqu'un qui sait que la bataille va commencer et qu'il la gagnera sans un cri. Le jour où tout a basculé, je le sentais venir avant même qu'il ne commence vraiment. L'air était lourd, comme chargé d'une tension que je ne parvenais pas à nommer. La lumière, pourtant douce, semblait glisser sur les meubles sans y accrocher. J'avais passé la matinée à préparer la tarte aux pommes que Gérard aimait tant. Un geste instinctif, presque symbolique, comme si cuisiner quelque chose de doux pouvait tempérer l'amertume que je savais proche. Vers 6 heures, j'ai entendu le moteur de la voiture d'Élodie. Le gravier a crissé sous les pneus. Mon cœur s'est serré, non pas de crainte, mais de certitude. Il venait pour l'assaut final. Élodie entra sans frapper, comme à son habitude depuis qu'elle pensait tout savoir mieux que moi. François la suivait de près, le visage fermé, le menton haut. Ils n'étaient pas venus parler. Ils étaient venus annoncer. « Maman, il faut qu'on parle. » Elle ne prit même pas la peine de s'asseoir. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. « Oui, parlons. » François, lui, se plaça entre nous, comme un médiateur improvisé. Nous avons réfléchi, Marguerite. Beaucoup réfléchi. Et la situation n'est plus tenable. Je ne répondis rien. Une vieille habitude. Lorsque les mots veulent me détruire, je les laisse d'abord se briser sur mon silence. Élodie reprit, d'une voix faussement douce. Il y a eu trop d'oubli, trop de risques, trop de désorganisation. Tu ne peux plus rester seule ici. C'est dangereux. Elle posa alors une liasse de papier sur la table. Je reconnus immédiatement le timbre bleu des services administratifs. Nous avons avancé les démarches. Il y aura une évaluation de ta capacité. C'est la meilleure solution pour toi. Tu dois l'accepter. J'ai enfin levé les yeux vers eux. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas brisée. J'étais, au contraire, d'un calme que je n'avais jamais connu. J'ai entendu, dis-je simplement. Ils interprétèrent ce calme comme une reddition. François haussa légèrement les épaules, presque satisfait. Nous voulons juste te protéger. Je me suis tournée vers Élodie. Et la maison? Elle évita mon regard, un détail que seul un parent peut remarquer. On verra plus tard. Chaque chose en son temps. J'avais envie de rire. Un rire froid, sec. Ils ne pouvaient même pas cacher leurs intentions. Alors, j'ai posé la tarte sur la table, avec une lenteur presque théâtrale, et je leur ai demandé « Vous prendrez une part ?» Ils s'assirent. La scène avait quelque chose d'irréel. Eux, installés comme si tout leur appartenait déjà. Moi, debout, immobile, comme une silhouette qu'ils croyaient dépasser. Je suis allée chercher la pochette grise. Quand je suis revenue, je la tenais fermée contre moi, comme une vieille amie. Je la posais délicatement sur la table, à côté de leur papier administratif. Un bruit sourd, net, comme un verdict. François fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Ma réponse. Je l'ouvris. J'en sortis un document après l'autre, avec la même précision qu'un chirurgien. D'abord, un acte signé par Maître Lenoir. Ma maison n'est plus entièrement à mon nom. Une partie a été transférée juridiquement dans un dispositif que vous ne pouvez ni contester, ni gérer. Ils pâlirent. Je continuai. Puis, mon Nouveau Testament. Vous n'êtes plus bénéficiaire de rien, à part des souvenirs que vous ne voulez pas. Tout a été rédigé légalement, déposé, verrouillé. Le dernier document, je le posai juste devant eux,
Une attestation de suivi de mes capacités cognitives établie par un médecin indépendant, recommandé par le notaire. Aucune altération cognitive, aucune perte de mémoire, aucun risque pour ma sécurité. Élodie resta figée. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. François, lui, perdit doucement son assurance. Son visage rougeoyait, ses mains tremblaient. « Vous êtes allé voir quelqu'un? Vous avez tout organisé dans notre dos ?» Je me suis assise enfin, calmement. Je pris une gorgée de thé. Il était tiède, amer, parfait pour ce moment. Pas dans votre dos, François. Simplement, hors de votre portée. Élodie secoua la tête, comme si le monde s'était renversé sous elle. Mais maman, pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? Ah, cette question. La question de l'agresseur, surpris de ne pas voir sa victime rester immobile. Je la regardais droit dans les yeux. Parce que vous avez essayé de me prendre ce que j'ai mis une vie à construire. Parce que vous avez menti à mon sujet. Parce que vous avez voulu me faire passer pour incapable. Parce que vous avez oublié la justice. Parce que vous avez oublié qui je suis. Son visage se décomposa. Elle chercha le soutien de François, mais lui-même semblait se ratatiner dans sa chaise. Je repris la pochette, la refermai et ajoutai « Les démarches que vous avez lancées ne peuvent plus aboutir. Tout est documenté, notarié, et si vous insistez, j'ai de quoi vous poursuivre pour abus de faiblesse et tentative d'escroquerie. » Silence, total, glacial. Il ne respirait presque plus. Élodie finit par murmurer « Tu nous menaces, maman ?» Je me suis levée, lentement, dignement. « Non, ma chérie. Je vous rappelle simplement que je suis vivante et que vous n'avez aucun droit de me voler ma vie. » Je leur ai indiqué la porte. Ils partirent sans un mot. Je les ai regardés descendre l'allée, leurs silhouettes rapetissant sous les arbres du jardin. Ils étaient venus me dépouiller. Ils repartaient dépouillés. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré pleinement, profondément, comme si l'air avait retrouvé son volume. La justice n'avait pas encore parlé. Mais moi, je venais de le faire. Silencieusement, fermement, définitivement. Les jours qui suivirent leur visite furent étranges, comme si le silence avait changé de texture. Il n'était plus lourd, menaçant, englué d'inquiétude. Non, c'était un silence clair, presque solide, le silence d'une maison qui reprend possession de son espace. Il me sembla même que les murs respiraient mieux. Élodie, d'abord, tenta de jouer l'évitement. Pas d'appel, pas de message, pas même un emoji. Ces petits signes qu'elle envoyait parfois par automatisme. Rien. J'aurais pu croire que j'étais redevenue invisible, mais ce n'était pas le cas. Ce silence-là n'était pas l'effacement, c'était la peur. Je le sentais dans l'air, dans les interstices de chaque heure, comme si un fil s'était cassé entre nous, un fil qu'elle avait tiré beaucoup trop fort, jusqu'au point de rupture. Et quand un fil casse, il ne se rattache jamais de la même manière. François fut le premier à montrer les signes du chaos. Je le découvris par hasard, grâce à une voisine qui connaissait bien son travail. Elle m'apprit qu'il s'était absenté du bureau plusieurs jours, que son supérieur l'avait convoqué, que des problèmes de comportement avaient été évoqués. Je n'y pris aucun plaisir, mais je n'en fus pas étonnée. Quand un plan s'effondre, ceux qui l'ont bâti tombent souvent avec. Puis vinrent les rumeurs dans la famille. La cousine d'Élodie m'appela un soir, la voix tremblante d'hésitation. « Marguerite, j'ai entendu dire qu'Élodie avait des soucis. Il paraît qu'elle s'est disputée avec plusieurs personnes depuis quelque temps. On dit qu'elle est épuisée, qu'elle parle de toi comme si tu l'avais trahie. » Je n'ai rien répondu. Que pouvais-je dire? J'avais été trahie bien avant qu'elle ne se prétende victime. La cousine poursuivit. Elle raconte que tu as changé ton testament sans raison, que tu as manipulé un notaire, que tu caches des choses. Je n'ai pas défendu ma fille. Je n'ai pas attaqué non plus. Je me suis contentée de dire « Elle traverse sans doute une période difficile. La vérité ne se débat pas. Elle attend son heure. » Quelques jours plus tard, Élodie finit par m'appeler. Une sonnerie brève, nerveuse. J'ai laissé le téléphone vibrer sur la table. Le numéro s'est affiché, puis est retombé dans le silence. Elle rappela. 2 fois, 3 fois. À la 4e, j'ai décroché. Sa voix était méconnaissable, cassée, coupée, entre colère et panique. « Maman, pourquoi tu fais ça? Tu veux nous détruire? Tu veux me couvrir de honte ?» J'ai pris 1 seconde pour respirer,
avant de répondre calmement. Je n'ai rien fait. Absolument rien, Élodie. Tu as agi, j'ai protégé ma vie. C'est très différent. Elle éclata. Tu veux que les gens pensent que je suis une fille horrible? Je fermai les yeux. Un frisson passa en moi. Non pas de douleur, mais de lucidité. Elle ne parlait pas de regret. Elle parlait de son image, de la honte, de ce que les gens diraient. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Tout le monde croit que j'ai voulu te voler. Je répondis doucement. N'aie jamais peur de ce que les autres croient, Élodie. Craignons plutôt ce que nous savons être vrai. Son silence de l'autre côté du combiné fut d'une violence immense. Puis, d'une voix basse. François dit que tu veux nous punir. Je restai immobile. Je ne punis personne. Je me protège. C'est tout. Elle raccrocha sans un mot. Cette fois, le silence ne revint pas, il s'effondra. Derrière lui, il y eut le tumulte. 2 jours plus tard, j'appris par la même voisine que François avait été entendu par son administration pour des irrégularités dans certains dossiers. Des tensions éclataient dans leur foyer. Des voisins racontaient des disputes qui résonnaient la nuit. La façade parfaite se fissurait, révélant un intérieur rongé par les mensonges et l'avidité. Élodie, elle, tenta de reprendre le contrôle par la douceur, la dernière arme de ceux qui perdent pied. Elle vint un soir, sans prévenir, pas pour m'accuser, pas pour m'imposer. Elle entra comme une enfant perdue, le visage pâle, les yeux cernés. Elle ne s'avança pas. Elle resta près de la porte, comme si la maison elle-même lui refusait l'accès. « Maman, est-ce que je peux entrer ?» Je lui fis un signe de tête. Elle s'assit sur la chaise où tant de querelles silencieuses avaient eu lieu. Ses mains tremblaient. On ne va pas bien avec François. Tout explose. Tout le monde parle. Je ne sais plus quoi faire. Je la regardais longtemps. Cette femme devant moi n'était plus la fille arrogante qui m'avait humiliée. Elle n'était plus la manipulatrice froide. Elle était une femme défaite, désarmée, perdue. Je voulais t'aider, tenta-t-elle, mais sa voix manquait d'assurance. Elle mentait encore, un peu, par habitude. Alors je posai une main sur la table, pas sur elle, pas encore, et je dis « L'aide n'est pas un prétexte pour contrôler quelqu'un, Élodie. L'aide n'est jamais une cage, ni une main qui pousse, ni un regard qui juge. » Elle détourna les yeux. Une larme roula, silencieuse, presque pudique. « Maman, est-ce que tu me détestes ?» Je fermai un instant les paupières. Le passé, les douleurs, les humiliations, tout se bouscula. Mais dans le fond, une vérité se fraya un chemin. « Non, Élodie, je ne t'ai jamais détestée, mais j'ai appris à ne plus me détester moi-même. Et c'est pour cela que j'ai agi. » Elle pleura doucement, en silence, comme une enfant réprimandée par le monde entier. Je ne la réconfortai pas. Pas encore. Il était trop tôt. Après quelques minutes, elle se leva. « Je voulais juste que tu m'entendes. » Puis elle partit. J'ai fermé la porte derrière elle. Le calme revint. Profond, durable. Ce soir-là, en me préparant une tisane, je me suis dit que la famille peut se briser d'un seul geste, mais parfois, elle se brise parce qu'elle doit laisser passer la lumière. Et peut être que certains liens ne se reforment qu'après avoir été cassés. Le chaos les entourait. Moi, je ne faisais que regarder. À distance, sans colère, sans haine. Le pire était passé. Le vrai tournant approchait. Et dans ce calme nouveau, une pensée limpide s'imposa. Je suis sur le seuil d'une nouvelle vie. Un matin, quelques semaines après la dernière visite d'Élodie, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Je respirais autrement, comme si l'air avait plus d'espace pour entrer en moi, comme si ma poitrine n'était plus serrée par cette invisible pression qui m'avait accompagnée pendant des mois. Je me suis levée, j'ai ouvert les volets, et la lumière m'a accueillie avec une douceur nouvelle. La maison semblait différente. Ou peu, était-ce moi qui avais changé de posture à l'intérieur d'elle? Ce jour-là, sans plan, sans contrainte, j'ai pris une décision simple. Sortir, aller marcher, suivre mes pas jusqu'où ils voudraient me mener. Je suis descendue la rue du village, saluant les commerçants que je connaissais depuis des années, mais auxquels je n'avais pas vraiment parlé depuis longtemps. Le boulanger m'a dit « Vous avez l'air rayonnante aujourd'hui, Madame Delaunay. » Rayonnante. Le mot m'a surprise. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'on me l'avait dit. Je suis entrée dans un café près de la côte, un endroit que Gérard aimait particulièrement,
avec sa terrasse donnant sur la mer. La patronne, une femme aux cheveux poivre et sel, m'a reconnue immédiatement. « Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu par ici. » Je me suis assise près de la fenêtre, j'ai commandé un thé citron et, pour la première fois depuis de longs mois, j'ai laissé mes épaules tomber, mes muscles se détendre, j'ai observé la mer. Elle était calme, presque immobile, avec cette couleur bleue profonde qui apaise l'âme plus sûrement que n'importe quel discours. Le va-et-vient des vagues me rappelait quelque chose de simple. Rien n'est permanent, ni les tempêtes, ni les blessures. En rentrant, je me suis arrêtée devant une petite agence immobilière que je n'avais jamais vraiment regardée. Dans la vitrine, il y avait des annonces de maisons, d'appartements, de studios avec vue sur la mer. Et sans y penser vraiment, j'ai poussé la porte. Le jeune agent m'a accueilli avec un sourire franc. « Je peux vous aider ?» Je ne savais pas encore ce que je cherchais. Peut être juste le sentiment que j'avais le choix. Le choix de rester ou de partir. Le choix d'écrire un nouveau chapitre. Je voudrais voir ce que vous avez. Quelque chose de petit, lumineux, près de l'eau. Il m'a proposé plusieurs biens, et un en particulier m'a frappé. Un petit appartement au dernier étage d'une maison ancienne, avec un balcon en fer forgé, vue sur les pins et la mer juste derrière. Une pièce à vivre, une chambre, une mezzanine, simple, rien d'extravagant. Mais la lumière y était d'une clarté rare. Je suis allée le visiter 2 jours plus tard. Dès que j'ai monté les dernières marches de l'escalier de pierre, mon cœur a battu différemment. Le propriétaire, un homme aux yeux bleus très doux, m'a montré chaque pièce, me laissant le temps de ressentir. Et quand je me suis avancée sur le petit balcon, une brise légère a balayé mes cheveux, apportant une odeur de sel et de pain chauffé au soleil. À cet instant, j'ai su, ce lieu n'était pas une fuite, c'était un retour à moi-même. Je l'ai réservé. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet. Je n'y ai pas écrit de preuves, ni de dates, ni de phrases tirées de manipulations anciennes. J'ai simplement noté « Nouvelle adresse, nouvel horizon, nouvelle vie ». J'ai alors entrepris de trier ma maison, celle que je pensais être le dernier port de mon existence. Et je me suis rendu compte qu'on accumule tant de choses pour de mauvaises raisons. Des objets qu'on garde au cas où, des vêtements qu'on ne porte plus, des souvenirs qu'on laisse prendre la poussière, alors qu'ils mériteraient d'être regardés ou transmis. J'ai donné des meubles à une jeune famille du quartier. J'ai offert mes livres à la bibliothèque municipale. J'ai trié mes photos, ne gardant que celles qui racontaient ce qui avait vraiment compté. J'ai rempli 3 sacs de vêtements pour les associations. À chaque objet dont je me séparais, j'avais l'impression de regagner 1 centimètre de respiration. Les jours passaient, et je me sentais légère, comme si un poids ancien tombait de mes épaules. La veille de mon départ, j'ai reçu un message d'Élodie. « Justin, j'espère que tu vas bien. Pas d'accusation, pas de reproche, pas de manipulation. Juste une phrase simple, presque fragile. Je n'ai pas répondu, pas par vengeance, pas par froideur, mais parce que certaines conversations doivent attendre que le cœur soit vraiment prêt. Le jour du déménagement, un petit camion est venu chercher les quelques meubles que j'avais décidé d'emporter. Une table ronde en bois clair, le fauteuil où Gérard aimait lire, un petit buffet, mes livres préférés. L'essentiel, rien d'inutile. J'ai fermé la porte de la maison avec lenteur. J'ai caressé du doigt la poignée en fer forgé, celle que Gérard avait changée un été. J'ai senti un pincement. Oui, ce serait mentir de dire que je suis partie sans émotion. Mais ce pincement n'était pas de la douleur. C'était la gratitude d'avoir vécu ici, d'avoir aimé, d'avoir élevé ma fille, d'avoir connu des joies simples. Puis j'ai soufflé doucement. J'ai déposé la clé dans la main du notaire, chargé de la transition. Il m'a souri. « Vous êtes prête, Madame Delaunay ?»« Oui, plus que jamais. » Quand je suis arrivée devant mon nouvel appartement, le propriétaire m'attendait avec un panier, un pot de confiture maison, une plante verte, une lettre de bienvenue. Un geste simple, mais qui m'a bouleversée. J'ai ouvert les fenêtres. Le vent marin m'a accueillie comme une vieille amie. La mer brillait, immobile, comme si elle m'attendait depuis toujours. Le soir, j'ai bu une tisane sur le balcon. J'ai regardé les lumières du port au loin, et j'ai senti une paix profonde, une paix que je n'avais plus connue depuis des années. C'était comme retrouver ma propre voix, celle que ma fille avait recouverte de doutes,
de reproches, de mensonges. Je n'étais plus une femme qu'on voulait contrôler. J'étais une femme qui venait de choisir, libre, entière, debout. Et j'ai pensé alors, avec une tendresse calme, le pardon n'est pas obligatoire, mais la paix, elle, est nécessaire. Le premier soir dans mon nouvel appartement, je suis restée longtemps à la fenêtre, le regard perdu vers la mer. La lumière du crépuscule s'étirait en traînées roses et violettes, comme si le ciel lui-même m'offrait une dernière caresse avant la nuit. Le souffle régulier des vagues était devenu ma seule compagnie, et je m'y abandonnais avec gratitude. J'avais apporté avec moi une seule photo d'Élodie. Une photo où elle avait 6 ans, debout dans le jardin, les mains pleines de fleurs arrachées au parterre que Gérard entretenait avec soin. Elle souriait alors d'un sourire sans ombre. Un sourire que les années avaient transformé, abîmé, entouré de trop d'ambition, de peur, être aussi de solitude. Je posai la photo sur la petite étagère près de la porte-fenêtre. Je ne voulais pas l'oublier. Pas plus que je ne voulais me raccrocher à ce qu'elle était devenue. C'était étrange. Mais dans ce nouvel espace, je me découvrais plus douce que je ne l'aurais imaginé. Non pas douce dans le sens d'une faiblesse ou d'une nostalgie amère, mais dans celui d'une compréhension lucide. Je savais que ma fille avait agi par peur de manquer, par peur de vieillir, par peur de voir son propre avenir s'effriter. Et comme beaucoup, elle avait voulu contrôler ce qui lui échappait. Elle avait tenté de se rassurer en me réduisant. Cette pensée ne m'excusait pas, mais elle apaisait la brûlure. Je suis sortie sur le balcon, enveloppée dans mon châle gris, et j'ai regardé les lumières qui s'allumaient peu à peu dans les maisons du village. Des silhouettes passaient derrière les fenêtres, chacune portant son lot de joie, de drames silencieux, de peur et de tendresse. Je me suis demandé combien de femmes, ce soir-là, vivaient ce que j'avais vécu, combien se taisaient, combien se pliaient, combien se sentaient trop vieilles pour être entendues. J'ai pensé à elles, à ces femmes qui ont donné toute leur vie, qui ont été mères, soignantes, travailleurs de l'ombre, piliers invisibles, à ces femmes qu'on remercie parfois d'une phrase vide ou qu'on accuse d'oublier, alors que ce sont les autres qui oublient ce qu'elles ont construit. Un léger vent fit frémir la plante que le propriétaire m'avait offerte. Je caressai une feuille du bout des doigts et un sourire vint se poser sur mes lèvres, un sourire tranquille, délié. J'étais enfin à l'abri. De ma fille, de ses mensonges, de ses stratégies, mais aussi et surtout de ma propre peur. Pendant des années, j'avais cru que parler était une manière de sauver les liens, qu'expliquer, s'excuser, se justifier était une façon de garder ma place dans le cœur de ma fille. J'avais appris trop tard que certaines relations ne se consolident pas par la parole, mais par la clarté, par des limites, par un simple non. C'est ce que j'avais gagné maintenant, la clarté. Le téléphone vibra sur la table. Un message. D'Élodie. Je ne sais pas où tu es. J'espère que tu vas bien. Si tu veux parler, je suis là. Je restai un long moment à regarder ces mots. Je ne ressentis ni colère, ni joie, ni soulagement. Juste une grande lassitude. Et une compassion profonde, mais pas celle qui excuse, celle qui comprend sans se renier. Je reposai le téléphone sans répondre. Pas encore. Pas maintenant. Peut être pas demain. Peut être jamais. Ou peut être un jour si elle venait sans mensonge, sans calcul, sans masque. Je ne fermais pas la porte. Je la laissais entr'ouverte. Mais c'était à elle de faire le chemin. Je suis retournée m'asseoir sur le balcon. La nuit s'était installée, posant un voile doux sur le paysage. Les odeurs de pin, de sel et de terre humide montaient de la colline. Je pris une profonde inspiration, et soudain, quelque chose se débloqua en moi. Un souffle, un poids qui glissait, un nœud qui se défaisait. Ce n'était pas la joie, ce n'était pas la victoire, c'était autre chose, quelque chose de plus vaste, plus silencieux, plus essentiel. C'était la paix. Je me suis mise à parler tout bas, comme si je m'adressais à Gérard, comme si son absence d'homme bon laissait encore un espace pour ma voix. Tu vois, j'ai tenu bon. Je ne me suis pas effondrée. J'ai fait ce qu'il fallait. Pas par vengeance, pas pour gagner, mais pour ne pas me perdre. Un frisson m'a parcouru. Pas de froid, de vérité. Je regardais vers la mer. Le reflet de la lune dessinait un chemin de lumière sur l'eau noire. Un chemin tranquille, un chemin qu'on n'a pas besoin de courir.
Je posai ma main sur mon cœur. Et je me suis parlé à moi-même, comme on parle à une amie, à une sœur, à une enfant qu'on voudrait protéger du monde entier. Tu as traversé la tempête. Tu as gardé ta dignité. Tu as choisi ta vie. N'aie plus peur. Tu n'es plus seul. Un moment passa, long, silencieux, beau. Et dans cette nuit douce, un dernier monologue monta en moi, un message destiné à toutes celles et ceux qui, comme moi, avaient trop longtemps courbé la tête pour ne pas perdre l'amour des autres. On peut me voler des objets, des papiers, des illusions. On peut tenter de m'effacer, de me réduire, de me redéfinir. Mais on ne peut pas m'arracher ma vérité, ni ma dignité, ni ma voix même si je choisis de la garder basse. J'ai cru que parler m'affaiblirait. J'ai compris que mon silence, lui, me protégeait, car parfois, oui, le silence peut aussi être une forme de justice.